Cher jury, mesdames et messieurs, Descartes a déclaré « Je pense, donc je suis ». Je ne vais pas y aller par quatre chemins, laissez-moi vous dire que venant de René, c'est bas de plafond. À mon tour désormais d'avoir l'honneur et le privilège de vous annoncer, dans le but de vous élever intellectuellement, que je suis saoul. Je suis saoul, donc je suis philosophe. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui m'a profondément déstabilisé, ébranlé, troublé, tourmenté, angoissé, importuné. Je vais donc m'exprimer sur un sujet quelque peu original et pas des moindres, puisqu'il s'agit de répondre à l'interrogation suivante: y a-t-il plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres? N'ayant dans un premier temps pas d'idée pour répondre à la question qui m'était posée, je me suis demandé ce qu'était la philosophie. Cette dernière peut être définie comme l'ensemble des questions que l'être humain peut se poser sur lui-même et l'examen des réponses qu'il peut y apporter. D'autre part, excès, déraison, ivresse, griserie, débauche, les mots et les mots MAUX, je précise pour les plus ignares d'entre nous qui n'auraient pas saisi la subtilité, n'est-ce pas les infocoms? Enfin, s'il y en a dans la salle, ce qui m'étonnerait étant donné la hauteur des débats. Je disais donc que les mots et les mots allant de pair avec cet alcool qu'est le vin ne manquent pas. Vous voulez m'entendre aujourd'hui sur la délicate question de savoir si plus de philosophie est contenue dans un breuvage fermenté que dans un assemblage de mots. Afin de prendre réellement conscience des enjeux de cette question, je me suis prêtée à un examen d'une précision chirurgicale du vin et des livres. Au regard des propos qui vont suivre, je me vois dans l'obligation de rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ceci est un message du ministère de la Santé. Trêve de plaisanterie. Voici venu le temps de vous restituer le fruit de ma réflexion. Je dois mon sujet à un dénommé Louis Pasteur, connu pour avoir mis au point le vaccin contre la rage. Ce brillant scientifique s'est également penché sur la question de la fermentation alcoolique, et notamment celle du vin. C'est à l'occasion de ses recherches qu'il affirmera qu'il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. La philosophie est en effet omniprésente. Elle est vivante comme le vin qui entame une longue chute en cascade avant de lentement caresser les parois de votre verre. Ce dernier est pourtant contenu dans un support inerte, que l'on peut emplir de nectar ou de piquettes ou d'un message lancé à la mer. Mais finalement, le vin n'est-il pas lui-même une philosophie? Tout comme la science de la sagesse, le vin est pluriel. Aucune définition ne peut le réduire à une science particulière. Il embrasse de multiples identités ou contradictions. Le vin peut être rouge, blanc ou rosé, mais aussi sauvignon, pinot ou merlot. La dégustation d'un vin quel qu'il soit entraîne une libération de la pensée. Victor Hugo disait d'ailleurs « La pensée est un vin dont les rêveurs sont ivres ». Comme les effluves se dégageant d'un verre de vin, la pensée sort des sentiers battus, des carcans moraux. Elle se propage, laissant place au meilleur comme au pire. Paul Claudel disait quant à lui, le vin est un professeur de goût. Il est le libérateur de l'esprit et l'illuminateur de l'intelligence. Tout comme la philosophie, le vin a ses mouvements, ses singularités. Il fait tourner la tête, tanguer l'esprit, il rassemble, déchaîne les passions. Le vin entraîne des débats, des contestations. Là où le philosophe s'exprime au travers d'un assemblage de mots, le vigneron, lui, permet à son breuvage de s'exprimer grâce à un assemblage de cépages. Avant d'avoir goûté au vin, nous ne connaissons pas l'ivresse, impossible d'en parler. Vient alors le tour des papilles d'apprécier la valeur gustative de ce nectar. L'alcool et ses effets entrent ensuite en jeu afin de libérer et d'enflammer l'esprit. Le vin offre à celui qui sait le déguster la liberté d'être soi. Mais ce dernier est tellement finalement plus qu'une ivresse procurée.
Le vin peut entraîner une dépendance similaire à celle des autres addictions. On peut avoir une addiction au chocolat ou ne plus pouvoir se passer de fromage, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, Shakespeare n'a pas écrit ses drames en ingurgitant du chocolat ou du fromage, mais bel et bien en buvant du vin. Le vin et sa dégustation est une philosophie. Celui qui goûte à celui-ci est alors capable de disserter des heures sur une robe pourpre ou sanguine, une rondeur en bouche ou un arôme de pierre de silex. In vino veritas, dans le vin, la vérité. Le vin et la philosophie ne sont pas incompatibles. Les philosophes tels que Platon ou Rabelais se servaient du vin pour irriguer leurs pensées et leur recherche de la vérité. Car selon eux, plus la soif est grande, plus le verbe est beau. Concept que l'on retrouve dans le banquet de Platon. Après ce plaidoyer en faveur de l'activité viticole, vous me demanderez sûrement de tempérer mes propos, de mettre de l'eau dans mon vin. La philosophie contenue dans ce breuvage fermenté peut-elle surpasser l'assemblage de mots valsant sur les pages successives d'un livre? Si le vin est une philosophie et que l'on boit ce vin, sommes-nous tous philosophes pour autant? Cyril Hanouna peut-il être considéré comme philosophe dès lors qu'il boit du vin? Cela m'étonnerait, à moins qu'il ne devienne philosophe des Lumières, mais cette fois-ci éteinte. Plus sérieusement, à l'inverse du vin, le livre est inerte. Il est fabriqué pour être lu, mais aussi tenu dans les mains, aimé, offert, conservé. Si de la même manière que nous boirions un verre de vin, nous pouvons lire un livre d'une traite, celui-ci nous transporte vers d'autres horizons. Là où le vin libère et enflamme la parole, le livre, conduit à une introspection, une réflexion intérieure. Et après tout, verba volant, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Je fais la traduction pour ceux qui auraient arrêté le latin en 3e. Pour reprendre les brèves de comptoir de Jean-Marie Goriou, l'alcool aujourd'hui, s'il nous aide à nous envoler, ne nous aide pas à atterrir. Car la douce ivresse passe, et voilà que nous nous écrasons. Non pas au sol, mais au réel. Si l'ivresse procurée par le vin est un vecteur de pensée éphémère, celle que véhicule la lecture demeure un plaisir sans fin. Le livre ouvre une dimension d'un temps retrouvé, un temps virgilien, comme le dit Michel Onfray. Donnez à boire un verre de vin à un enfant de 3 ans, il chantera. Apprenez-lui à lire et vous pourrez en faire un philosophe. Ces mots ne sont pas anodins. Au-delà de l'idée saugrenue de donner à boire à un enfant de 3 ans, cet adage révèle la nécessité de la lecture dans la construction de la pensée. Au fond, la philosophie est partout, et elle est surtout vivante, que ce soit dans une bouteille de vin ou dans un livre. Mais le fait de mêler la philosophie à tout et n'importe quoi comporte un risque. Celui que la connaissance des philosophes et des concepts qu'ils développent s'enfonce dans l'oubli. Les livres philosophiques peuvent changer notre vision du monde et même notre vie. Ils font sortir les meilleures choses qu'il y a en nous. Ils nous aident à révéler le meilleur de nous et nous aident à révéler les pensées les plus profondes et les plus obscures. On ne devient pas philosophe, on l'est déjà. Les livres permettent de révéler ce qui sommeille en nous depuis le début et nous permettent de devenir ce que nous sommes. Et puis au fond, n'est-ce pas dans un livre que l'on trouve la recette pour faire du vin? Peut-être vous ai-je convaincu qu'il y avait plus de philosophie dans une bouteille de vin. Ou peut-être vous ai-je convaincu, à contrario, que les livres demeurent finalement les seules sources de philosophie. Mais selon moi, aucun de ces deux contenants n'est à la hauteur de ce que l'on appelle philosophie au sens d'amour de la sagesse, car la seule philosophie qui vaille est celle que l'esprit de l'homme délivre. Je finirai par reprendre les mots de Baudelaire qui nous délivrent la recette miracle. Mais avant cela, je souhaiterais vous dire que vous aurez beau examiner les plus grands crus ou disséquer un ouvrage de Kant au scalpel, vous ne trouverez qu'un assemblage d'atomes ou de mots reliés entre eux. Baudelaire disait donc, il faut toujours être ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu?
à votre guise, mais enivrez-vous.